Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode riche en émotions, Wendy nous partagera son expérience de maman solo, entre doutes et vrais moments de bonheur, son choix de partir avec 2 valises et sa fille sous les bras pour reprendre un nouveau départ. Cet épisode met en avant la force et la combativité d'une mère prête à défoncer toutes les barrières pour sa fille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Wendy. Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté de débuter ce podcast Bicafam. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Du coup, on va parler toutes les deux de ton parcours tranquillement, donc pas de stress. On va essayer. Alors, je vais commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Wendy, j'ai 34 ans. Je suis secrétaire administratif de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, donc catégorie B de la fonction publique d'État. Et donc, j'habite actuellement à Lyon, mais je suis d'origine guadeloupéenne et j'ai une petite fille de 10 ans. Et comment elle s'appelle, ta petite fille ? Elle s'appelle Maïwen. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tranquillement à discuter un peu. Et on va commencer par ton désir d'enfant. D'aussi loin que tu te souviennes, il était présent depuis l'enfance ou il est venu après ? Alors, c'est vrai que depuis petite, je m'imaginais toujours avoir une fille quand je serais plus grande. Et d'ailleurs, dès l'âge de 18 ans, enfin même un peu avant, j'avais déjà choisi son prénom. J'avais décidé que, ouais, j'avais décidé que ma fille allait s'appeler Maïwen. C'est vrai que c'est pas le sujet principal, mais on va parler un petit peu de ta relation avec le père de ta fille, savoir un petit peu comment ça a débuté, et après on va discuter un petit peu de l'arrivée de Maïwen. Donc, c'était une relation pas très saine. J'étais quand même sous son emprise, avec une sensation d'être toujours rabaissée. Il y avait des violences verbales, des violences physiques, sans jamais pour autant que j'aille jusqu'à l'hôpital, mais ce n'était pas une relation saine. Mhm. Et, euh, et du coup, je suis tombée enceinte. Et Ok. cette grossesse a vraiment changé ma vie. Mhm. Alors justement, si on parle un petit peu de cette grossesse, est-ce que c'était un projet d'avoir un enfant et quel âge que tu avais à ce moment-là? Donc, c'était pas un projet en soi. Je suis tombée enceinte, j'étais sous pilule, mais j'avais 24 ans, je faisais mes études, et en fait, j'ai décidé que j'allais garder ce bébé parce que dans la famille, ma maman, mes tantes, elles ont fait des fausses couches. J'ai une de mes Mhm. tantes qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant. D'accord. Quand j'ai fait la première échographie, en fait, c'était comme une évidence que j'allais garder ce bébé. Mhm. Mais si on rembobine un petit peu, comment tu apprends que tu es enceinte et qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends que tu es enceinte? Beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements, avec toutes les peurs qui vont avec. Donc, Mhm. je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, franchement, je me suis beaucoup renseignée parce que c'est un gros changement. Oui, c'est Mais clair. ouais. D'accord. Et du coup, au moment où tu décides de garder ton enfant,
comment tu l'annonces? Comment tu l'annonces au père de ta fille? Comment c'est perçu? Et puis comment tu l'annonces aussi à ta famille? Alors, l'annonce de ma grossesse, ce n'est pas quelque chose qui m'a marquée. En tout cas, par rapport, au père de ma fille, j'avoue que mon cerveau a totalement, occulté, ces souvenirs, donc je ne saurais pas te dire. D'accord, c'est Heu, de la mémoire sélective, hein. Écoute, la mémoire sélective, le cerveau nous protège finalement parfois de certaines périodes difficiles. vaut mieux des fois. Mhm. Et du coup, par rapport à la famille, je sais que, ma famille a eu très peur pour moi parce que, j'étais en train de faire mes études, que ma famille pensait que j'allais pas pouvoir finir mes études. Ça a été difficile pour certains et en revanche, pour d'autres, ça a été, une grande joie, que j'ai un enfant. D'accord. Et est-ce que tu t'es senti jugée par certains? Oui, on sent quand même le jugement. Alors, le jugement de la famille, c'est toujours particulier parce que ça peut être un jugement, pas malveillant en soi, Mhm. mais on sent quand même qu'on est jugé, sur ses choix alors que ce sont des choix personnels. C'est ça, ça peut être difficile à vivre finalement. Mais c'est vrai que, voilà, à 24 ans, bah, on est quand même une jeune adulte qui fait des erreurs, hein, mais on est quand même une jeune adulte, mais la famille, heu, perçoit toujours comme une petite fille. Oui, c'est sûr. Ok, ben écoute, on va continuer à discuter un petit peu de ta grossesse. Alors comment s'est déroulée ta grossesse? Comment tu t'es sentie? Comment tu as perçu les différences au niveau de ton corps, des émotions qui te traversaient? Alors ça a pas été une grossesse, facile, Mhm, puisque, déjà, ça se voyait pas que j'étais enceinte parce qu'à l'époque, je pesais, 120 kilogrammes, mhm, enfin un peu plus de 120 kilogrammes et du coup, ça ne se voyait pas que j'étais enceinte. C'est uniquement les gens qui me connaissaient mhm. qui voyaient que j'étais enceinte, mais ça se voyait pas du tout et en plus, j'ai fait du diabète gestationnel et de l'hypertension. Et le diabète gestationnel, il a été dépisté au tout début de ta grossesse ou au moment où effectivement les femmes passent la fameuse hyperglycémie provoquée? Ça a été au moment, de passer, Le, excuse-moi, le test? redis-moi la ouais, Le c'était au moment test? de passer le test. Oui. Ouais, je me rappelle plus, hein, ça fait 10 ans, Oui, en mais fait, c'est le fameux liquide très très sucré qu'on boit et qu'on redoute toutes. ah ben non du tout en fait, c'était plutôt beaucoup plus tôt parce que j'ai pas eu à boire, ce médicament, enfin ce D'accord, liquide un peu spécial. Donc, d'accord. en fait, je suppose que le médecin, sans pour autant me le dire, mais, vu, que j'étais en obésité, en fait, il a voulu détecter, le plus rapidement possible si, il y avait un diabète gestationnel ou pas. D'accord. Et du coup, au niveau des examens, comment ça s'est passé pendant ta grossesse? Ben, là aussi, ça a pas été une partie de plaisir. Notamment, quand je faisais les échographies, puisque D'accord, lors des échographies, en fait, on ne voyait pas, le médecin ne voyait pas, ce qu'il devait voir à l'échographie à cause de la couche de graisse et donc du d'accord. coup, on m'a fait une échographie, pelvienne, Ok. enfin endovaginale, Endovaginal, voilà, c'est ça. voilà, plus précisément, mais sans m'expliquer. D'accord. Mhm. Donc vraiment, ça a été un examen qui était compliqué pour moi parce que j'ai pas eu d'explication, de comment ça allait se passer, voilà et j'ai eu des remarques, plutôt désobligeantes sur le fait que: «Ah ben, ouais, on voit pas votre bébé, on est obligé de faire, des échographies endovaginales», Mm. voilà et j'ai fait plus d'échographies que la normale puisque j'en faisais, 1 toutes les 2 semaines à peu près. D'accord.
Et du coup, tu t'es encore sentie jugée finalement. Oui, mais ça commençait à devenir une habitude. Ouais, Puisque pour la petite anecdote, par exemple, il m'est arrivé enceinte d'aller au supermarché et de faire d'accord, mes courses et de passer à la caisse prioritaire, puisque en plus j'étais sujette à des malaises très facilement. d'accord. Donc, donc ça m'est arrivé et il y a un monsieur qui était avec sa femme enceinte où ça se voyait qu'elle était enceinte et pas moi, qui me dit Ouais. Excusez-moi, je passe devant vous. Je dis ben non, moi aussi je suis enceinte. Et là, le monsieur, il me regarde de la tête aux pieds et là, tu sens bien le jugement sur toi. Le Et jugement. Ouais. ouais. Et là, je lui ai dit, vous voulez voir l'échographie peut-être? Et du coup, il a dit, non, non, c'est bon. Donc, ça a été quand même une période très compliquée. Très difficile et pourtant c'est une période aussi où qui est remplie de joie. On commence à se projeter, à se préparer et en même temps il y a ces émotions aussi qui te traversent par rapport à ce jugement et qui sont pas faciles à vivre finalement. Et justement comment tu as réussi à allier ta première année de master et ta grossesse? Parce que tu disais que tu étais étudiante à ce moment-là. Oui, j'ai prévenu les enseignants que j'étais enceinte. J'ai prévenu aussi l'étudiante avec qui je préparais mon mémoire que j'étais enceinte, qu'on allait avoir des petits délais très restreints au niveau des dates. Et d'ailleurs, j'ai présenté mon mémoire de Master 1 en étant enceinte quelques mois avant d'avoir un mois à peu près avant d'accoucher. Ah ouais, ben félicitations, hein. Ça devait pas être facile, surtout qu'à la fin de la grossesse, ben on sait toutes que c'est pas évident. Merci, je prends les félicitations. Ah bah oui, il faut les prendre, hein. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que dans ta famille, il y a des traditions autour de l'arrivée d'un bébé? Est-ce qu'il y a des traditions qui sont transmises dans ta famille? Alors, il y a beaucoup de traditions et de superstitions. Et en D'accord. plus, comme je suis très superstitieuse, voilà, moi j'écoutais tout ce que ma grand-mère me disait sans poser de questions. Alors, ben justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, par exemple, fallait pas acheter le berceau du bébé avant que le bébé naisse. D'accord, Bon, ça n'a pas été très compliqué puisque j'ai accouché plus tôt que prévu, donc je n'avais pas encore le berceau. d'accord. Mais voilà, ça c'est une des traditions qui m'a marquée. Et ça, c'est une tradition. Elle t'a expliqué un petit peu pourquoi il fallait pas acheter le berceau avant? Alors, parce que ça portait malheur, comme ne pas dire que on est enceinte avant les 3 mois, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, on va maintenant discuter un petit peu de ton accouchement, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton accouchement, sur le jour J? Eh bien, tout est allé très vite, plus vite que prévu du coup. En fait, donc j'étais en métropole, je faisais mes études et ma maman est arrivée pour m'aider pour les derniers mois de grossesse, pour être près de moi. Et en fait, elle est arrivée le 7 août. Et le 7 août, j'ai commencé à avoir des contractions. Je ne savais pas au début que c'était des contractions, mais en fait, quand on a des contractions, on se rend compte très vite que ce sont des contractions. Oui, 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 je confirme. Et du coup, voilà, j'ai tenu la nuit, mais le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'ai dit à ma maman, non, faut qu'on aille à la clinique. Donc, j'étais suivie à la clinique près de chez moi. Et D'accord, donc, nous sommes allés à la clinique. Et là, l'obstétricien n'était pas là. Donc, les sages-femmes me font les premiers examens, notamment avec le monitoring. d'accord. Et là, la sage-femme, elle me dit, bah non, vous n'avez pas de contraction, madame, votre ventre ne se tend pas. Et là, je lui dis, mais madame, vous n'allez pas voir mon ventre se tendre plus que ça, parce qu'en fait, il y a quand même une couche de graisse. Je pesais, après la grossesse, enfin, pendant la grossesse, j'étais quand même arrivée à 130 kilos. Donc, D'accord. ça se voyait pas. Elle n'allait pas voir mon ventre se tendre plus que ça. Remettant en question ton ressenti. C'est ça. Et j'ai dû insister, insister. Elle a appelé l'obstétricien. L'obstétricien lui a dit changez de monitoring, ne la laissez pas repartir. Et du coup,
elle a changé le monitoring et là, elle m'a dit: «Ah excusez-moi madame, en effet, vous avez bien des contractions». Ah ben enfin. Donc c'était déjà, quelque chose de très perturbant. Ensuite, on m'a donné une piqûre pour la maturation des poumons. D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste nous repréciser à quel moment de ton terme tu étais à ce moment-là? De mémoire parce que le j'ai pas pris le carnet de santé de Maïwenn sous les yeux. Je crois que c'était à 34 ou 35 semaines D'accord. d'aménorrhée. Donc ça faisait à peu près 7 mois et demi. D'accord. Donc, du coup, tu as eu la piqûre pour la maturation des poumons au cas où si tu accoucherais à ce moment-là. Ok. C'est ça. La clinique a très vite appelé un hôpital, avec un service de néonat pour me D'accord. transférer parce que les contractions, ne s'arrêtaient pas. Et D'accord. donc j'ai été transférée à cet hôpital, avec un service néonat vraiment, super top Tu où peux on citer à a, l'hôpital, hein. donc c'était à l'hôpital de Suresnes, dans le D'accord. 92, dans les Mhm, Hauts-de-Seine mhm. et en effet, on m'a très vite refait même s'ils ont eu mon dossier, ils m'ont refait, tous mes examens, prise D'accord. de sang, examen urinaire, ils ont tout refait pour être sûr, d'avoir les bonnes données, au moment de ma prise en charge et hem et après, ben, du coup, il y avait une petite infection au niveau, du bébé et de moi-même et en plus, le bébé ne supportait pas les contractions. Il y avait, en fait, son cœur ralentissait à chaque contraction. D'accord. Donc du coup, hem, Il a fallu accélérer les choses. c'est ça. Donc on a déclenché l'accouchement, on m'a fait la péridurale. Ça, c'est un très mauvais souvenir Mhm. puisque, en fait, on m'a piqué 7 fois. Oh là Heu, là. j'ai perdu connaissance 2 fois Cette fois parce et qu'il n'y arrivait pas, qu'est-ce qui... c'est ça, ben, l'anesthésiste n'y arrivait pas et en fait, après la 6e fois, elle a appelé, un confrère qui lui a réussi tout de suite, heureusement. Donc c'était un très, très mauvais souvenir. En plus, j'étais toute seule à ce moment puisqu'ils ont demandé à ma mère de sortir de la salle, pour, faire, la péridurale et D'accord. du coup, j'ai beaucoup pleuré. Mhm. Même si j'avais déjà commencé à pleurer, bien avant ça, mais c'est un moment, qui m'a beaucoup marquée Et et c'est du normal, coup hein, après ouais, non, c'est pas très agréable c'est sûr. et donc voilà, après, tout est allé très vite, puisque du coup, il a fallu, transformer cette, péridurale en rachianesthésie. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la rachianesthésie? Donc en fait, la rachianesthésie, on va anesthésier tout le bas du corps D'accord. jusqu'à, jusqu'au torse, quand même. D'accord. Puisqu'on a vérifié, au niveau de mes bras, et de mes jambes pour vérifier si je sentais bien, que l'anesthésie, avait pris et du coup, c'est parce qu'on allait me faire une césarienne en urgence. D'accord. Et du coup, on t'a expliqué tout ça, qu'on allait te faire une césarienne en urgence, pourquoi on allait te la faire, comment ça allait se dérouler? Alors on m'a juste dit: «On me fait une césarienne en urgence, le fœtus est en détresse cardiaque» Cardiaque. et du coup, j'ai jamais su vraiment, en fait, ce qui avait déclenché, ces contractions et pourquoi, on en était arrivé là, avant le terme. D'accord. Et du coup, ta mère a pu assister à la césarienne? Alors pas du tout, parce que du coup, au début, on lui a dit que non, j'allais pas accoucher tout de suite, donc elle est partie, pour, récupérer mes affaires, puisque j'étais D'accord. partie à la clinique, sans rien et en fait, ce petit laps de temps où elle est partie, tout s'est enchaîné. J'ai fait la césarienne en urgence, donc où j'étais toute seule, où là encore j'ai beaucoup pleuré, quand on a sorti le bébé parce qu'on a la douleur, mais on sent bien qu'il se passe un truc Quelque et chose. voilà et du coup, quand on a emmené le bébé près de moi parce qu'on l'a quand même emmené près de moi pour que je voie mon bébé et D'accord. mais vraiment quelques secondes
Et elle est très vite repartie avec les médecins. Et à ce moment, on m'a dit que ma maman était arrivée et qu'elle avait vu le bébé et de ne pas m'inquiéter, que tout se passait bien. Donc voilà, à ce moment, j'ai su que maman était revenue. D'accord. Mais du coup, tu as eu vraiment quelques secondes pour découvrir ta fille. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as pu ressentir des choses ou est-ce que tu étais trop dans les vapes à ce moment-là? Alors, j'étais pas dans les vapes, mais j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup Mhm, pleuré parce que on se dit que le bébé arrive trop tôt. mhm, Est-ce que tout va bien se passer pour elle? Est-ce que tout va bien se passer pour nous aussi? Puisque mhm. je savais que fallait enlever le placenta. Donc, j'ai accouché par césarienne. Donc, ils ont enlevé le placenta. Mais j'avais lu tellement de choses. Donc, du coup, j'étais très stressée et très angoissée. Donc, à ce moment-là, c'était ces émotions. D'accord. Donc, et du coup, comment s'est passée la suite alors? Maïwen, elle a été transférée en néonat? Oui, donc elle était en néonate. J'étais dans une chambre kangourou. Et ce qui est super top. Donc, la chambre kangourou, il y a la chambre de la maman. Et juste à D'accord. côté, il y a une grande baie vitrée avec une porte. Et il y a un petit espace où il y a le bébé en couveuse et tout un espace pour changer le bébé quand le bébé pourra sortir de la couveuse, euh, pour lui donner le bain, vraiment une mini chambre de bébé. Et cette chambre donne directement sur le service de néonat avec les infirmières puéricultrices et l'équipe médicale. D'accord. Donc du coup, j'étais tout le temps près de mon bébé. D'accord. Donc tout de suite, en fait, tu as pu être en kangourou et être entre guillemets avec ta fille finalement. C'est ça. Après, c'était quand même une période très difficile parce que voir son bébé en couveuse, être alimenté par une seringue au début. Elle avait aussi un cathéter sur la main. Elle était toute petite. Donc, c'était très perturbant. J'ai beaucoup pleuré. Je pleurais tous les jours et tout le temps, de toute Ouais, façon. ouais. Et Avec en plus la chute des hormones. c'est ça. Alors, il y a eu une très bonne prise en charge, hein, puisque le médecin venait me demander à moi tous les jours, est-ce que j'étais bien consciente d'avoir accouché? Est-ce que je me rendais bien compte que le bébé n'était plus dans mon ventre? Donc, il y avait quand même cette prise en charge psychologique qui était là. D'accord. Et j'ai trouvé ça super important parce que, en effet, j'ai pas eu un accouchement par voie basse. Donc, c'était important quand même de me rappeler que, en effet, on a sorti le bébé de mon ventre, que le bébé n'est plus dans mon ventre et qu'il est à côté de moi. C'est ça. Et puis surtout, tu disais qu'effectivement, durant toute ta grossesse, tu t'es beaucoup documentée, tu as lu pas mal de choses. Est-ce que c'était l'accouchement que tu avais imaginé? Parce que c'était en plus une césarienne d'urgence. C'est Ouais. ça. Donc, c'était pas l'accouchement que j'avais imaginé, mais du coup, l'expérience fait maintenant que je sais qu'il ne faut pas imaginer un accouchement, qu'il Ça, faut c'est pas vrai. faire trop de plans. Mais j'avais pas prévu ça, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais prévu, dans l'idéal, d'allaiter. J'avais Mhm. déjà prévu tout ce qu'il fallait et tout. Et du coup, j'ai pas pu allaiter comme je voulais, puisque tout d'abord, ben, comme je disais tout à l'heure, elle était alimentée en seringue au début et D'accord. je pouvais pas l'allaiter. Et après, quand elle allait un peu mieux, qu'elle est sortie de la couveuse, et donc on a tenté l'allaitement, sauf que D'accord. j'avais pas de montée de lait D'accord. et, et que c'était très douloureux. Franchement, ça a été très douloureux. J'ai essayé de tirer mon lait, mais en fait, comme j'avais pas de montée de lait, donc j'avais très mal pour très peu de lait. Et Mhm. quand elle essaie de, oui, de De prendre le sein, tirer. Ouais. oui, de tirer, c'est ça. Elle, en fait, elle dépensait plus d'énergie et du Elle coup, se elle prenait pas fatiguait. de poids. Voilà. Mhm.
et D'accord. elle perdait du poids au lieu de prendre du poids et donc du coup, j'ai très vite compris, que je devais, faire une croix sur, mon Sur idée, de l'allaitement. l'allaitement. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu l'as vécu comment? Devoir abandonner un petit peu l'allaitement, tu y avais beaucoup pensé? Bah, je l'ai pas vécu super bien au début parce que, bah, c'est pas ce que j'avais prévu. En plus, il y a quand même cette pression, de la société, «Mais comment ça tu n'allaites pas ton bébé?» Donc c'était pas top, mais je savais que j'avais trop mal et il y avait pas de bénéfice pour elle. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Tant pis. L'important c'est qu'elle, elle aille bien et que moi j'aille bien aussi». Tu as lâché prise sur ça. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu parlais du poids de Maïwen tout à l'heure. Elle avait quel poids initialement? Elle pesait, 2 kg 100 à la naissance. D'accord. Donc du coup, vous êtes resté combien de temps à la maternité? Donc on est resté 2 semaines à peu près à la maternité. Alors ça m'a paru une éternité, mais 2 semaines en soi, comparé, à des grands prématurés, c'est rien puisque du coup, c'était une petite prématurée et Mhm. mais ça m'a paru, énorme. Énorme. Donc oui et du coup, j'avais très peur de rentrer, avec elle. Alors les infirmières m'ont beaucoup rassurée, en me disant qu'on n'allait pas me laisser partir tant que je n'aurais pas, cette confiance de tenir mon bébé, de faire prendre le bain à mon bébé, de la changer parce qu'elle était toute petite. Donc j'avais peur de la casser, même si je sais qu'un Ouais. bébé ne se casse pas, mais voilà, donc c'était quand même, 2 semaines, qui m'ont paru, une éternité. Mhm. Donc du coup, effectivement, vous étiez un petit peu dans votre petit cocon. Et justement, comment s'est passé le retour à la maison? Comment t'es sentie à ce moment-là? Alors ça n'a pas été un retour, à la maison simple non plus. Donc, j'étais étudiante, j'habitais dans un studio. Oui. Enfin, j'ai très vite aménagé, le studio pour que tout ce que ma fille avait besoin Oui. et heureusement ma maman était là. Ma maman était là et ma maman m'a beaucoup aidée. Donc ma fille a très vite, fait ses nuits. En fait, dès qu'on est sorti de l'hôpital, elle a fait ses nuits. Donc j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Chanceuse. Ouais, mais j'étais en panique quand même. Je n'ai pas dormi pendant, clairement, je n'ai pas beaucoup dormi quand on est rentré. Donc le bébé dormait, mais toi, tu ne dormais pas. C'est ça, parce que clairement, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs à l'hôpital, on m'en a pas parlé, mais comme j'avais beaucoup lu, de livres et que je m'étais renseignée, j'avais peur de la mort subite du nourrisson. D'accord. Donc du coup, dès qu'elle dormait, je surveillais, si elle respirait. Je mettais mon doigt juste en dessous de son nez pour vérifier que je sens le souffle. Je regardais si, son buste, se gonflait bien. J'avoue, j'étais en stress, par rapport à ça pendant très longtemps. Pendant combien de temps à peu près? Ah la 1re année, il m'a bien fallu Ah 1 oui. an, ouais, j'étais, très anxieuse par rapport à ça. D'accord. Et du coup, toute cette période, cette période qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire la période après l'accouchement, qu'on appelle d'ailleurs le quatrième trimestre, comment tu t'es sentie? Est-ce que ta mère était toujours là pour te soutenir ou elle a eu le temps de repartir en Guadeloupe? Et comment tu t'es sentie avec ton bébé? Comment tu as pris tes marques? Ça a été dur, j'ai beaucoup pleuré encore une fois, mais bon, là, je pense qu'à ce stade, on aura compris que je pleure beaucoup et donc ma maman était repartie et j'ai eu le soutien, d'une amie très proche. Franchement, ça a été, je pense que sans elle, ça aurait été 2 fois plus compliqué. D'ailleurs, je l'appelais à n'importe quelle heure, quand le bébé pleurait, je l'appelais à n'importe quelle heure et elle venait. Donc, ça a été un en fait, j'ai été quand même entourée, pas de beaucoup de personnes, mais par, des personnes proches qui étaient là pour moi et mais j'ai été très anxieuse.
C'est-à-dire qu'il m'était arrivé d'aller chez le médecin parce que Maïwen avait le hoquet. Voilà, D'accord. son premier hoquet, je l'ai emmené chez le médecin. Donc, tu étais très angoissée. C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as senti que ton angoisse diminuait au fil du temps? À quel moment tu t'es sentie un peu plus confiante dans ton rôle de mère? Alors, je ne sais pas si vraiment on se sent confiante un jour dans son rôle de mère. C'est vrai, tu as euh, raison. Parce que elle a 10 ans et je me pose toujours des questions sur est-ce que je fais bien les choses ou pas. J'ai ressenti le besoin à sa naissance de m'éloigner de son père et, D'accord, euh, et de rentrer en Guadeloupe. J'avais besoin de ma maman. J'avais besoin de ma d'accord, maman. Donc, quand elle a eu 5 mois, je suis rentrée en Guadeloupe. D'ailleurs, tout a d'accord. été très vite là aussi. J'ai pu compter sur l'amie sur qui je comptais déjà. C'est d'ailleurs comme ma sœur d'ailleurs. Donc j'ai pris la décision très vite, mais en un mois, fallait tout boucler. Donc ça a été compliqué. Je suis restée chez elle quelques jours. Donc avec mon poids, j'avais des problèmes de dos. Et d'ailleurs, je me D'accord. rappelle qu'un jour, mon dos est resté bloqué. Je suis restée bloquée. Impossible de faire quoi que ce soit. Je suis toute seule avec mon bébé. J'appelle le SAMU, enfin les pompiers, qui me demandent de calmer le bébé qui pleure derrière moi, chose que je ne pouvais pas faire, Ouais. et du coup qui ont raccroché quand même. Et, euh, et là j'étais en panique, et donc j'ai appelé mon amie sœur en 5e vitesse. Elle est sortie du travail. Franchement, c'était une période compliquée et je sentais qu'il fallait que je rentre. Et, Et C'est en le moment. fait, m'a permis aussi de me sortir de cette relation malsaine qu'il avait avec son père. D'accord. Franchement, elle m'a sauvé la vie. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie et en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et Mhm. je pense que ça a été l'élément, le déclic où je me suis dit, bah, Wendy, tu n'es plus toute seule, tu as quelqu'un sous ta responsabilité. Donc, non, tu peux pas accepter tout ce que tu as déjà accepté. Maintenant, tu penses à ton bébé et tu rentres en Guadeloupe, t'occuper de ton bébé. Mhm. Et donc, du coup, tu as pris la décision de retourner en Guadeloupe. C'est ça. D'accord. Et du coup, alors à ton retour en Guadeloupe, comment tu t'es sentie? Est-ce que justement tu as vécu différemment ta parentalité là-bas? C'est ça, c'était totalement différent. Donc, ma grand-mère était un peu malade à ce moment, donc je vivais avec ma grand-mère et ma maman, puisque ma maman D'accord, vivait avec ma grand-mère pour s'en occuper, et, d'accord, euh, et aussi avec ma cousine. Et un de d'accord, mes cousins qui était là. Donc, depuis petite, j'ai toujours vécu avec mes cousins, ma grand-mère. Donc ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que j'étais plus toute seule dans l'éducation de mon enfant. Et du coup, d'accord. par exemple, elle faisait une petite bêtise. Je la punissais en la mettant au coin. Et ma grand-mère me disait, non, mais c'est bon, je m'excuse pour elle, c'est bon, elle peut sortir du coin. Bon, quand elle était un peu plus grande, je l'ai obligée, entre guillemets, à manger des courgettes. Et bien sûr, c'est pas passé. Elle a tout vomi. Et là, Classique. ma tante me dit, mais Wendy, tu fais quoi? Tu crois que tu mangeais des courgettes à son âge? Voilà, donc c'était quand même une période assez spéciale parce que j'étais reconnaissante d'être Mhm. entourée de ma Du famille. soutien, oui, du Voilà, soutien que la famille t'apportait. c'est ça. Et en même temps, de me dire, mais en fait, on est tous en train de l'éduquer et je C'est dois quand ça, même faire ma place en tant que maman. c'est ça. Trouver ta place. C'est ça. Et Mhm. puis pendant longtemps, je me suis dit, parce que j'ai pris un peu de temps, donc j'ai fini mes études quand même en Guadeloupe. J'ai fait ma dernière année de master en Guadeloupe. D'accord, C'était un peu plus simple puisqu'il y avait la famille. Et d'accord.
Et donc, entre-temps, d'ailleurs, mon ami qui m'avait beaucoup aidé en métropole est revenu vivre en Guadeloupe. Donc, ça a été D'accord. vraiment top. Et du coup, euh, je me suis beaucoup quand même remise en question. Est-ce que j'avais raison ou pas de revenir en Guadeloupe? Est-ce que j'aurais dû rester en France métropolitaine? Et en fait, ma grand-mère est décédée quelques D'accord. années plus tard. Et Mhm. là, je me suis dit, mais en fait, tout était lié. En effet, j'ai bien fait de revenir en Guadeloupe parce que ma fille, elle a connu son arrière-grand-mère, ma grand-mère a connu ma fille, donc pour moi, tout s'est enchaîné. C'était le moment pour toi finalement de rentrer à ce moment-là. Et du coup, par la suite, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Je sais qu'il y a eu des changements, une décision importante qui a été prise. Oui, ben, en fait, au début, du coup, je travaillais en Guadeloupe et j'ai décidé de passer des concours de la fonction publique. Et donc, D'accord. j'ai réussi un des concours. Et je me suis dit, ben voilà, il n'y a pas d'affectation en Guadeloupe. Il n'y avait pas de poste en tout cas offert en Guadeloupe. Je voulais pas retourner à Paris. Et donc j'ai choisi d'aller dans la ville de Lyon. Et là, c'était une période très compliquée parce qu'on a les résultats du concours en juillet pour une D'accord. prise de poste, mi-juillet, pour une prise de poste au 1er septembre. Donc, tout a été très vite là encore, où il a fallu prendre des décisions très rapidement et où je me suis dit: «Quand même, je vis avec, ma famille, avec mes proches. Est-ce que je vais vraiment tout quitter pour, aller m'installer à Lyon pour travailler?» et hem et après j'ai pensé à ma fille et je me suis dit: «Bien sûr, j'ai fait des choix, j'ai décidé de passer ce concours, c'est pas pour rien, donc oui, je le fais». Et donc j'ai décidé de partir à Lyon. D'accord. Donc finalement, dans ta prise de décision, tu doutais un instant par rapport justement à ta capacité à pouvoir t'occuper de ta fille seule, c'est ça? C'est ça, puisque j'ai toujours été bien entourée, donc je me suis dit, mais est-ce que toute seule je vais y arriver? Et donc j'étais pas sûre, mais je pense qu'on n'est jamais sûr en soi, mais je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire parce que je voulais une stabilité financière, je voulais la sécurité de l'emploi. Euh, J'avais, par mes expériences professionnelles et au niveau aussi de mes expériences à l'université, j'avais décidé quel chemin j'allais prendre au niveau professionnel et du coup, je me suis lancée. Alors, ça n'a pas été facile parce que du coup, ben, ma famille s'était attachée aussi à ce mode de vie. C'est ça. Et, euh, et c'est vrai au début, ma tante et ma maman, donc ma tante que je considère comme une deuxième maman, donc elles m'ont dit toutes les deux, mais non Wendy, tu peux pas partir comme ça avec Maïwen, laisse-la avec nous, toi va t'installer là-bas, quand tu seras installée, tu, tu vas la reprendre et tout, mais c'était hors de question. Donc on en a beaucoup parlé et j'ai dit non, non, je pars avec elle, tout va bien se passer, je pars avec elle. En fait, c'était difficile pour elle déjà d'envisager la séparation avec Maïwen et puis elle projetait sûrement leur propre angoisse. Oui, Et maintenant, comment tu te sens dans ta vie à Lyon? bah, franchement, ça va. Donc là, ça fait, déjà, 4 ans, bientôt 5 ans enfin, on va sur la 5e année que je suis à Lyon et franchement, on a pris nos petites habitudes. Donc c'est vrai, je me remets souvent en question. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Mais je vois ma fille grandir, s'épanouir, heu et donc pour moi, ça n'a pas de prix. D'accord, donc du coup, finalement, pas de regret hein, dans cette nouvelle vie à Lyon, toutes les deux. Et est-ce que tu as est-ce que du coup ta mère vient de temps en temps? Parce que j'imagine que ça doit pas être évident de ne pas avoir de soutien familial. Ben, elle vient régulièrement. Elle vient.
Elle vient vraiment régulièrement dès qu'elle le peut et elle reste en fait sur de grandes périodes. Mais quand elle est pas là, c'est vrai que je ressens bien la charge mentale multipliée par deux, puisque je suis vraiment toute seule avec ma fille. Mais finalement, voilà, je m'habitue. Donc, du coup, j'ai une relation très, très fusionnelle avec Maïwen, Mhm. qui laisse pas de place beaucoup à d'autres personnes. Mais pour moi, l'important, c'est qu'elle soit épanouie, qu'elle soit heureuse. Et même si je remets souvent en question mes choix, mes décisions, quand je la vois, je sais que j'ai fait les bons choix. D'accord. Et du coup, effectivement, comme tu disais, c'est pas évident de composer avec ta vie de maman solo et ta vie de femme. Alors, c'est pas simple, mais j'ai de la chance, du coup, d'être dans la fonction publique où quand même il y a pas mal d'adaptabilité au niveau de la vie personnelle. Euh, D'ailleurs, je pense que je m'en sors pas trop mal puisque entre-temps, j'ai passé un deuxième concours de la fonction publique pour changer de catégorie, concours que j'ai D'accord. réussi. Donc, c'est que je m'en sors Félicitations. plutôt bien quand même dans tout ça. Donc au niveau professionnel, j'arrive à gérer. Au niveau personnel, enfin, au niveau, on va dire sentimental, c'est plus compliqué. Mhm. Euh, Parce que déjà, rien que de sortir avec des amis, même quand ma fille, elle est avec ma maman, sortir avec des amis sans elle, c'est compliqué parce que je me dis, ben, je la laisse quand même, elle n'est pas avec moi, je me culpabilise facilement. Ouais. Donc finalement, cette angoisse, elle ne t'a jamais quitté. Non, non, enfin, je sais pas quand elle me quittera, mais ma grand-mère disait petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Donc, je ne suis pas certaine que, que cette angoisse disparaisse avec les années. C'est ça. Justement, alors, quelles sont les valeurs importantes que tu transmets à ta fille? Alors, j'ai pris beaucoup de temps euh, à comprendre que la confiance en soi, c'était important. Et du coup, j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'essaye de lui inculquer tous les jours. Avoir confiance en elle, qu'elle a le droit de se tromper, qu'elle peut se tromper, que c'est pas grave, mais qu'elle est puissante, qu'elle est une femme puissante, qu'elle a des possibilités énormes. Et ça, c'est très important. D'être tolérante aussi, d'être une Mhm. femme, enfin une jeune fille tolérante, donc qui accepte les différences. Mhm. Et du coup, c'est les 2 choses les plus importantes, que j'essaye de lui apprendre. Après, elle a son petit caractère, donc tout va bien. Apparemment, les chiens ne font pas les chats. Donc, je ne sais pas d'où vient ce caractère, mais bon, tu, tu dois savoir du coup d'où il vient ce caractère, sûrement. Et du coup, je voulais juste, avant de finir cette discussion, savoir un peu comment tu te sens, toi, dans ton corps. Est-ce que tu te sens plus confiante maintenant? Quel est ton rapport à ton corps maintenant? Mais en fait, après, après être rentrée en Guadeloupe, après le décès de ma grand-mère, j'ai encore pris du poids. Quelques mois après, j'ai décidé de faire une sleeve. Donc j'étais arrivée à 140 kilos. J'ai décidé de faire une D'accord, sleeve. Donc on a coupé une partie de l'estomac, 80% de l'estomac. d'accord. Et du coup, j'ai perdu 70 kilos, la C'est moitié de mon énorme. poids. Et donc, oui, c'est énorme. Et là aussi, ça a été un nouveau travail d'acceptation de soi, se rendre compte qu'on a vraiment perdu ce poids. J'avais pris cette décision pour Maïwen parce que à l'école, il y avait des camarades qui se moquaient de sa maman. J'étais essoufflée quand je l'emmenais à l'école. Donc, j'avais pris cette décision pour elle et pour ma santé. D'accord. Et, et du coup, arrivée à Lyon, quelques années après m'être installée,
j'ai décidé de faire une abdominoplastie en fait pour enlever toute la peau inutile qui ne servait plus à rien. D'accord. Et cette opération m'a permis en fait de me rendre compte que, en effet, j'avais perdu 70 kilos, que je ne pesais plus 140 kilos. Mais quand même, j'ai toujours besoin de repasser devant le miroir, de prendre des photos, de me re-regarder pour me rendre compte que je suis plus, physiquement, je suis plus la Wendy de 140 kilos, mais la Wendy de 70 kilos. C'est-à-dire que finalement, la reconstruction au niveau psychique aussi, elle est toujours en cours. Oui, je pense que c'est un travail qui va durer toute ma vie. Puisque mais ça a quand même été une manière de prendre confiance en moi, de m'assumer en tant que femme puissante, puisque je considère que toutes les femmes sont des femmes puissantes, mais faut juste qu'on découvre notre puissance. Et j'apprends tous les jours à m'assumer avec mon corps de femme qui a perdu du poids, femme qui a porté la vie. Donc oui, ça se voit sur mon corps, j'ai des vergetures, j'ai mes petits bourrelets dans le dos, voilà. Mais c'est pas grave en fait. Donc ça m'a pris du temps, mais et ça me prend encore du temps aujourd'hui parce que c'est un travail de tous les jours. Mais il y a des fois où je me sens un peu moins bien, pas au top que d'autres fois. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose aussi où je profite pour que Maïwenn apprenne dès maintenant à s'accepter comme elle est. Voilà. Écoute, on va s'arrêter là, au niveau de notre discussion. Et du coup, je tiens encore une fois à te remercier pour ton témoignage sincère, sans tabou. Et merci infiniment pour ça, pour ton partage d'expérience. Je sais qu'il aidera d'autres femmes qui se reconnaîtront peut-être à travers ton récit. Et avant de terminer, je voulais juste te demander si tu pouvais choisir 3 mots pour te décrire. Ce sera la signature du podcast. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Alors, en 3 mots, c'est pas suffisant, mais mais je le ferai juste pour toi. Déjà, je voulais te remercier aussi de m'avoir choisi pour commencer, débuter ce podcast. C'est vraiment un honneur pour moi et pour ça, je te remercie. Et donc, du coup, les 3 mots que je choisirais, ce serait battante, pragmatique, parce que je pense quand même que je trouve toujours des solutions quand il y a un problème. Et le dernier mot, ce serait solaire. Solaire parce que ça englobe plein de choses. Joie de vivre, bonne humeur, drôle, aider les autres, positivité, voilà. Donc battante, pragmatique et solaire. Bon, écoute, on va se quitter sur ces 3 mots. Merci encore et à bientôt. Merci Wendy. Merci à toi Mélissa. À bientôt. C'était le tout premier épisode de Bika Femme. Je remercie infiniment Wendy pour sa confiance qui a témoigné de façon sincère et pleine d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.